Bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. On est ensemble comme tous les jours jusqu'à 9h. Bonjour Jean-François Aquili. Bonjour Fabienne, pas trop essoufflé, ça va? Non, pas du tout. On a descendu les escaliers avec un tout petit peu d'énervement, mais tout va bien. Bonjour Guy Birenbaum. Bonjour. Et notre invité ce matin est secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes. Bonjour Marlène Schiappa, bienvenue. Vous irez rejoindre tout à l'heure la tribune officielle du gouvernement pour le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. C'est une première pour vous, vos sensations? Absolument, c'est une première. C'est un moment qui est très solennel que de passer cette fête nationale ce 14 juillet dans la tribune officielle avec le président de la République et les membres du gouvernement. Et c'est l'occasion de rendre hommage, bien sûr, à nos troupes. Oui, ça va être vraiment d'émotion pour vous? Oui, hier, on a déjà eu un moment de rencontre et d'hommage avec nos troupes et avec les blessés notamment et leurs familles. Et c'est vrai que c'est un moment très fort d'émotion parce qu'on voit, on rencontre physiquement, s'incarne ce qu'est la défense de la République française. Alors, il n'est question depuis hier que de Donald Trump. L'opinion est assez divisée sur sa présence. Il y a des sondages qui disent 53% des Français, etc. Vous approuvez sa présence à Paris ? Bien évidemment, j'approuve l'invitation qui lui a été lancée par le président de la République, Emmanuel Macron, et c'est son invité d'honneur pour ce 14 juillet. Il a eu l'occasion de s'expliquer sur son choix d'inviter le président des États-Unis. Le 14 juillet, on a ce moment très fort de célébration des armées et il y a une concordance, un travail commun entre la France et les États-Unis. Nos deux armées travaillent ensemble, notamment à la guerre contre le terrorisme. Donc c'est un symbole très fort que d'avoir Donald Trump. Et c'est aussi un moment de dialogue pour le président de la République. Il l'invite pour parler avec lui, pour le ramener dans le jeu international et le ramener dans la discussion et l'échange. Ça, c'est la version officielle, ça. Vous lui serrez la main ? Si vous le croisez. C'est le président des États-Unis. Si je viens me serrer la main, je lui serre évidemment la main. Faites attention, gardez-la bien. Méfiez-vous qu'il ne soit pas une clé comme ça a été le cas avec la Première Dame. Alors, je vais vous demander de réagir aux premiers mots que le président américain a eu pour Brigitte Macron, justement, l'épouse du président français, que je vais vous demander de traduire en direct, chère Fabienne, pour votre dernière matinale. Allez, c'est parti. Voilà, on voit donc le président qui salue Brigitte Macron. Et il dit, vous êtes dans une forme physique épatante. En gros, vous êtes vraiment en forme. Avec un sous-entendu qu'on entend tellement derrière et qui dit, pour votre âge, vous avez entendu ce même sous-entendu, sincèrement, ou pas, de la part de Trump? J'ai pas du tout entendu, en fait. Là, je découvre les images et j'ai vu qu'il y a écrit beautiful. Such a good shape. Il se serre la main, physical good shape. Physical good shape. Et il se serre la main. La première chose qu'il lui dit, c'est ça. Vous êtes vraiment en forme physiquement. Sincèrement, qu'est-ce que vous trouvez, comment vous trouvez cette remarque? Là, je la découvre avec vous. Brigitte Macron, c'est quelqu'un qui est athlétique et sportive, donc j'ose imaginer que c'était ce qu'il voulait dire par là. Après, il n'y a pas de sexisme dans cette remarque. Le président des États-Unis n'est pas réputé pour être quelqu'un qui est très défenseur de la lutte contre le sexisme. C'est moins qu'on puisse dire. C'est un euphémisme assez frappant. Alors oui, à la présence du président des États-Unis, évidemment, partenaire de la France, mais l'homme Trump, pour la défenseuse que vous êtes des droits des femmes, il a quelque chose d'un peu dérangeant tout de même, non ? On est en désaccord politique, c'est certain, et pas seulement moi personnellement, pas moi la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais également avec le président de la République, Emmanuel Macron, et avec l'ensemble du gouvernement. On a des visions politiques qui sont différentes sur la question du climat, on l'a vu récemment, sur la question bien évidemment des droits des femmes et de la place des femmes, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Maintenant, quels que soient nos désaccords politiques, et ils existent et ils sont réels, sur le sexisme, peut-être, c'est le président des États-Unis. Donc sur le sexisme de Donald Trump, parce que quand même il s'est illustré au fil des années là-dessus. Absolument, mais d'ailleurs il y a une journaliste accréditée, je crois, à la Maison-Blanche, qui a fait une prise de parole pour dénoncer le sexisme ambiant à la Maison-Blanche depuis quelques temps. Alors Marlène Schiappa, en marge des discussions entre les deux messieurs, les deux présidents, les épouses se sont également rencontrées. Faut-il un statut à la Première Dame en France ? Écoutez ce qu'en disait le candidat Emmanuel Macron, c'était le 3 mars dernier sur RTL. Elle aura un rôle. Elle aura un rôle et elle ne sera pas cachée. Donc, rémunérée par la République, non. Avoir un rôle, un vrai statut, une capacité à faire, oui. Question toute simple, quel rôle pour Brigitte Macron, pour la Première Dame en fait, en France ?
Elle a déjà un rôle. En réalité, elle a pris son rôle très rapidement et c'est le même rôle que celui qu'elle avait pendant la campagne. C'est-à-dire que Brigitte Macron, c'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant, qui va chercher la lumière, qui va chercher à exister pour elle-même, mais elle va chercher à servir des causes, à appuyer ce en quoi elle croit, et notamment la question de l'éducation. Vous savez que c'est une ancienne enseignante, et la question de l'éducation, de l'inclusion des enfants, notamment handicapés, de la place des femmes, sont des choses qui l'intéressent. Elle reçoit énormément de courriers, elle reçoit tous les jours plusieurs centaines. Il faut un statut, c'est la question, et c'est juridique finalement. Est-ce qu'il faut un statut? Est-ce qu'il faut l'installer? Ça, c'est un vrai débat et il n'y a qu'elle qui peut se prononcer finalement. C'est le président, non? Elle est le président, mais c'est elle qui peut faire part de son choix et dire si elle veut un statut ou pas. Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'on est parti pour ne pas avoir pour l'instant de statut officiel. Néanmoins, il y a un cabinet qui travaille pour elle. Et quand le président de la République, alors qu'il était candidat, dit elle ne sera pas cachée, ce sera clair, je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'elle a un cabinet qui est identifié, qui est clair, et elle a un rôle qui est identifié, qui est à ses côtés. Donc c'est décision à venir, décision à venir, il faut attendre. Ça leur appartient. Alors vous allez voir défiler des militaires, Marlène Schiappa, des hommes, mais aussi des femmes. Absolument. Sur les Champs-Élysées. Elles sont de tous les engagements, tous les conflits. Oui, il y a 15% de femmes à peu près dans l'armée française. On est d'ailleurs la 4e armée la plus féminisée au monde. Il y a effectivement de nombreuses femmes qui sont engagées à la fois dans les forces comme l'armée de terre où elles sont à peu près 10%, mais aussi dans les forces médicales. 56% des médecins de l'armée sont des femmes. Donc effectivement, on voit que c'est quelque chose qui attire les femmes de plus en plus. Mais est-ce que vous vous réjouissez du retour du service national? Ça fait débat, ça, avec, qui concernera donc les femmes également, les jeunes femmes. Absolument. Moi, je vais vous dire pourquoi je m'en réjouis. Parce que il y aura 30 jours de service militaire et civil. Et dans ces 30 jours, il y aura une journée qui sera consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les stéréotypes, à la lutte contre la culture du viol et des violences sexistes et sexuelles. Donc je me réjouis pleinement que toute une classe d'âge, entre 18 et 21 ans, soit formée à ces questions et ait une information. Ça veut dire que petit à petit, toutes les personnes qui rentrent dans l'âge adulte seront formées sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est une première. Et cette discussion se poursuit dans une minute sur France Info. Il est 8h40. Victor Maté là pour l'essentiel. Après les Invalides, après la Tour Eiffel, place aux Champs-Élysées, Emmanuel Macron et Donald Trump. À nouveau côte à côte tout à l'heure pour le défilé du 14 juillet. Ce soir, grand concert et feu d'artifice au Champ de Mars. Pas d'interview télévisée cette année, c'était une tradition depuis 40 ans. Le chef de l'État qui prononcera finalement une courte allocution, ce sera peu après-midi, après le défilé. Un deuxième défilé militaire, c'est inédit. À Nice, cet après-midi, la ville rend hommage aux victimes de l'attentat d'il y a un an sur la promenade des Anglais. 86 morts et des centaines de blessés. Là aussi, Emmanuel Macron sera présent. Un peu plus de la moitié des députés mobilisés, 270 voix pour, 50 contre. L'Assemblée autorise le gouvernement à modifier le code du travail par ordonnance. Une fusillade ce matin dans la vieille ville de Jérusalem. Il y a 3 blessés. Conséquence, la police israélienne annonce que les prières n'auront pas lieu aujourd'hui sur l'esplanade des mosquées. Et puis vacances plus week-end prolongé égale route chargée. C'est rouge en Ile-de-France, orange partout ailleurs. France Info. Alors Marlène Schiappa, nous commémorons également aujourd'hui le premier anniversaire de l'attaque terroriste de Nice. Faut-il le rappeler, 86 morts et 450 blessés. Marlène Schiappa, je voudrais que vous donniez votre regard sur ce drame. Ce sont des familles entières qui ont été brisées, toutes sortes de familles. Absolument, des familles entières, des victimes de tous les âges, des enfants, on s'en souvient bien sûr tous. Moi, je suis partie à Nice peu après, l'été dernier, notamment commémorer, rencontrer des personnes qui étaient sur la promenade au moment des attentats. Et ce qui m'a frappée, c'est que les personnes qui venaient se recueillir sur les lieux de l'attentat étaient variés. Il y avait des gens de tous les âges, des gens de toutes les origines, des gens de toutes les confessions, des touristes, des Niçoises et des Niçois, des Françaises et des Français. Et je pense que c'est quelque chose qui a touché absolument tout le monde et absolument toute la République française. Alors, puisque nous évoquons ces questions de terrorisme, Marlène Schiappa, je voudrais vous poser une question extrêmement ciblée, pardonnez-moi, mais est-ce que vous travaillez sur un dossier très particulier qui pose problème, comment agir afin de protéger ces jeunes femmes françaises, esclaves du groupe terroriste Daesh? Vous y travaillez là-dessus ou pas? Complètement, c'est un vrai enjeu. Ouais. On a commencé, pour ne rien vous cacher, à y travailler avec le procureur de la République, François Molins, à en parler au cours du séminaire gouvernemental qui s'est tenu à Nancy la semaine dernière. C'est un vrai enjeu. Dans un premier temps, on a eu une analyse peut-être un peu naïve de ces femmes qui partaient en Syrie en considérant qu'elles étaient toutes forcément des victimes parce qu'elles sont des femmes. Ce n'est pas le cas,
C'est pas forcément le cas dans ce qu'on remarque et dans ce que remarque le procureur et dans ce que remarque un certain nombre d'expertises, c'est que souvent ce sont des femmes qui sont endoctrinées de la même façon que les hommes et qui partent en Syrie. Et la question, elle est comment on les empêche de partir, mais elle est aussi comment on accueille les femmes qui reviennent de Syrie et qui reviennent parfois avec des enfants. Donc effectivement, on est en train d'y travailler, on proposera un certain nombre de choses au moment de la rentrée, mais c'est un vrai enjeu de protection des femmes finalement. Est-ce qu'il y en a beaucoup pour l'instant qui sont revenus d'ailleurs? Est-ce que, exactement comme quand les hommes rentrent, c'est d'abord la case prison, quoi qu'il en soit? Comment ça se passe pour l'instant pour les femmes? C'est quelque chose qui appartient à la justice. C'est la justice qui se prononce et qui détermine pour savoir s'il y a un emprisonnement. Mais d'après ce que me disait le procureur, oui, il y a une case emprisonnement. Bien sûr, les femmes n'ont pas de traitement de faveur quand elles rentrent de Syrie. Le vrai sujet, c'est quand elles rentrent avec des enfants, des bébés, notamment des enfants bas âge. C'est un vrai enjeu de réintégration au-delà de la sanction. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces femmes? Et c'est la même question qui se pose finalement pour les hommes. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces enfants de la République qui sont pour les hommes partis pour l'instant, parce que les fameux centres de déradicalisation, pour l'instant, ça marche. Enfin, c'est très difficile, c'est très compliqué. Et les femmes, elles sont peu nombreuses pour l'instant. Il y en a très peu, mais l'enjeu, c'est un enjeu de prévention finalement, de prévention de la radicalisation et de prévention du départ en Syrie. Alors nous sommes le 14 juillet, ça n'a échappé à personne. Hein. Nous allons parler d'Emmanuel Macron, Marlène Schiappa. D'abord, petit souvenir, c'était lors de son discours devant le congrès de Versailles le 3 juillet dernier. Et oui, le temps passe vite. Le président nous a parlé de révolution, écoutez bien. Nous devons, à chaque instant, être à la hauteur de cet espoir français, par l'engagement de tous. Ce que nous avons à accomplir, c'est une véritable révolution. Révolution, c'est pas un petit peu exagéré, ça, franchement? Moi, je trouve pas ça exagéré. Vous avez l'impression de vivre une révolution mais aujourd'hui? Complètement. Enfin, rentrer... Changement sans doute. Non, une révolution. Rentrer dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne ressemble plus à ce à quoi elle ressemblait il y a encore quelques mois. Elle est considérablement rajeunie, elle est massivement féminisée. Il y a des gens de la société civile qui sont rentrés, qui n'avaient pas d'engagement partisan auparavant. D'ailleurs, au gouvernement, vous voyez que la majorité des ministres n'est pas là parce qu'il avait un engagement, il ou elle avait un engagement partisan, mais pour une compétence spécifique dans un domaine. Je pense que c'est une révolution des visages et des usages, comme on dit. Oui, on va parler tout à l'heure de cette révolution à l'Assemblée avec l'histoire des femmes, des postes clés, on va y venir. Mais tout d'abord, franchement, cette révolution se heurte au débat budgétaire. Regardez ce qui se passe avec ces histoires de budget militaire, les fameux 850 millions d'économies, ce qui inquiète d'ailleurs les militaires. Je vous propose, parce que c'est pas une spéciale Macron ce matin, je vous rassure, mais je vous propose d'écouter ce que le chef de l'État a dit dans un style très particulier. C'était hier soir, je ne sais pas si vous y étiez peut-être. Bien sûr, j'étais là, oui. Et on va écouter d'abord et puis vous allez réagir après. Il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Il est comme ça en Conseil des ministres, Emmanuel Macron? Ça doit être gai. Mais moi, je trouve ce discours très fort et très puissant. Je vais vous dire, on me disait la France est de retour, mais là, on voit que la présidence de la République est de retour. C'est-à-dire, il incarne le président de la République. Il dit, je suis votre chef, je suis chef des armées, j'ai pris des engagements, je prends les décisions et je les applique. À l'Assemblée, par exemple, on a pu lire mercredi dans le Canard enchaîné qu'on a découvert qu'il n'y avait pas de possibilité d'amendement pour les parlementaires si révolutionnaires dont vous parlez. C'est un seul chef, quoi. C'est ça la révolution, il y a le chef et on le suit tous. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a des votes, il y a des débats. Le groupe de la République En Marche, c'est un groupe qui est large, qui a plusieurs centaines de membres. Donc, il y a évidemment des débats. Et chacun a sa personnalité, chacun a ses sujets à défendre. Moi, je suis en lien continu et permanent avec beaucoup de parlementaires. Et au moment des votes, on va avoir le droit. Au moment de voter, on a le droit de dire non. Au moment de voter, on peut dire non. Mais bien évidemment, il y a une liberté de chaque parlementaire qui peut défendre ce en quoi il ou elle croit. Bien évidemment. On vérifiera. Mais pourquoi on n'a pas le droit de défendre un amendement qui ne vient pas de son propre groupe? Après tout, ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il faut être transpartisan. Il appelle même des gens d'autres partis à voter quand ils le veulent et quand ils sentent que les lois sont bonnes pour les lois qui sont amenées par la République En Marche. Donc pourquoi ça ne marcherait pas à l'intérieur du groupe, ça ? Ça, c'est un débat qui doit se tenir entre les parlementaires. Moi, comme vous savez, je ne suis pas parlementaire, je suis ministre de la société civile. Je ne veux pas m'exprimer pour mes camarades parlementaires. Je pense que c'est à eux de porter cette voix et ce choix. Alors, puisque vous êtes ministre, parlons de ce qui vous concerne. Les annonces, pardonnez-moi, sur budgétaires, est-ce qu'elles ne sont pas un petit peu contradictoires, comme ce débat qui est, vous savez, il y a 10 jours, on a senti le Premier ministre repoussant certaines réformes, et hop, Emmanuel Macron passe derrière, et tout se fera dès 2024.
2018, je parle notamment de l'ISF, de la taxe d'habitation, qu'il y a une forme de normalité dans tout cela, il n'y a pas de révolution. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Il y a eu quelques cafouillages, il ne vous a pas échappé? Non, moi, je n'ai pas du tout perçu ça comme des cafouillages. Non, pas du tout. Rétropédalage, vous voyez, ces mots s'appliquent normalement à vous aussi. Non, vraiment pas, il n'y a pas de rétropédalage. Je pense qu'il y a... Non, c'est pas qu'on s'est trompé, c'est qu'il y a un ajustement. On vient tous de s'installer, on met en place des choses. Les arbitrages ne sont pas encore rendus au niveau budgétaire, donc il y a des calages d'agenda, mais ça ne change absolument rien aux objectifs et au fait que les engagements de campagne d'Emmanuel Macron seront tous bien évidemment tenus. On a vu M. Darmanin expliquer que c'est l'État qui allait donner l'exemple. Vous allez vous serrer la ceinture, vous? Mais tout le monde, tous les ministères. Mais vous, votre ministère? Concrètement. Mais bien sûr, oui, nous aussi. Vous savez? Non, on est en train de regarder. Nous, vous savez, l'égalité femmes-hommes, on est à un petit budget. Il y a déjà rien. Jusqu'à présent, c'était le plus petit budget de l'État. Donc là, nous, on est en train d'essayer de voir comment on récupère des moyens ailleurs. Par exemple, le fait que mon secrétariat d'État soit rattaché à Matignon, ça me permet en réalité d'avoir plus de moyens. Pourquoi? Parce qu'on dispose des moyens de Matignon, des services administratifs, financiers, de communication. La grande cause nationale du quinquennat, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et à cet égard, on bénéficie aussi des moyens d'information du gouvernement et du financement de l'Élysée. Ce qui signifie que même si on réduit le budget de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans la réalité, on a un apport massif qui vient d'ailleurs par ce positionnement rattaché à Matignon. C'est aussi 60 millions d'euros d'économies. Donc là Absolument. aussi, vous serez impacté. Il y aura des économies partout. Enfin, ça, on l'a dit très clairement et sans se mentir. Et je pense que c'est important d'avoir ce discours. On a tellement parlé d'insincérité. Je pense que c'est important d'être transparent là aussi sur le budget. Le budget de l'État, c'est l'argent des Françaises et des Français. On leur doit des comptes et on doit leur expliquer où on en est et ce qu'on va faire. Et c'est ce que fait Gérald Darmanin en ce moment. Les titres, peut-être, Fabienne Synthèse? Absolument, si vous voulez. 8h50 sur France Info. Victor Maté pour 1 minute. Et ne cherchez pas le réveil, vous avez la radio et la télé également dès 9h30. Édition spéciale tout à l'heure sur France Info pour suivre le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Cérémonie en présence du couple présidentiel américain Donald et Melania Trump. La venue du président américain validée par 6 personnes sur 10. C'est un sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Emmanuel Macron qui s'exprimera ensuite vers midi. Une courte allocution depuis la tribune présidentielle à la place du traditionnel entretien télévisé. Un an après Nice se souvient, hommage cet après-midi en présence d'Emmanuel Macron aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016, un camion fou qui avait tué 86 personnes. Dans l'actualité également, la fin du suspense pour plus de 100 000 bacheliers. Ils devraient enfin connaître leur université pour l'an prochain. C'est le tout dernier tour de la procédure d'admission post-bac. Et puis besoin de personne, Romain Bardet hier en solitaire pour sa victoire d'étape sur le Tour de France. Il dit d'ailleurs aujourd'hui 1000 merci à ses fans. La 13e étape qui emmène tout à l'heure les coureurs de Saint-Giron à Foix dans les Pyrénées. Fabio Aru, l'Italien, est le nouveau maillot jaune. France Info. Marlène Schiappa est avec nous ce matin jusqu'à 9h sur France Info. Question, Jean-François Akili. Merci Fabienne. Il y a eu la sécurité routière sous Chirac, les jeunes sous Hollande. Alors Marlène Schiappa, les femmes sont-elles la grande cause nationale de la présidence Macron ? Alors, pas les femmes, mais l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui est un petit peu différent. Et effectivement, c'est la grande cause nationale du quinquennat du président de la République. C'est officiel ou pas? Parce que c'était votre vœu au départ et on ne sait pas si ça existe. Non, c'est pas mon vœu, c'est un engagement de campagne du président de la République qu'il a répété plusieurs fois pendant la campagne, qu'il a répété, y compris dans son discours au Congrès de Versailles. Et le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a annoncé également, a confirmé que l'égalité femmes-hommes était la grande cause nationale du quinquennat. Donc, on est au-delà du vœu, on est dans la réalité. Ça se manifeste par un certain nombre de priorités qu'on est en train de discuter. Justement, quelle est la priorité ? Alors moi j'ai 2 priorités, 2 axes prioritaires. Un, le travail des femmes. Comme vous le savez, il y a encore 12 à 27% d'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Dans 98% des familles, quand il n'y a pas de mode de garde, c'est la mère qui s'arrête de travailler pour s'occuper des enfants et pas le père. Donc il y a une véritable inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La deuxième... Le salaire, quoi. Pour commencer. Non, pas seulement le salaire, aussi le fait de travailler, l'insertion professionnelle, le fait d'abord d'entrer dans le marché du travail, ensuite de pouvoir avoir un salaire équivalent au salaire des hommes et une progression de carrière satisfaisante jusqu'à la direction pour briser le plafond de verre. Et la deuxième priorité, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Vous savez qu'il y a 83 000 viols par an en France. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Il y a du harcèlement de rue, on en a parlé récemment. Il y a plus de 250 000 agressions sexuelles par an en France. C'est quelque chose qui
qui pèse sur les femmes. On a beaucoup parlé de charge mentale. Ça, c'est quelque chose qui pèse aussi sur le quotidien des femmes et qui rejoint d'ailleurs la question de l'égalité professionnelle. Parce que je ne vois pas comment les femmes pourraient briser le plafond de verre et passer leur temps à négocier leur trajectoire professionnelle si elles doivent craindre pour leur intégrité physique par ailleurs en permanence. Très concrètement, votre action en quelques mots, qu'est-ce que vous allez faire de concret ? Alors, on va faire énormément de choses de concrètes. On lance là en octobre une sorte de Tour de France, une Rien consultation. à voir avec le Tour de France actuel. Hein, non, une consultation sur justement la question du travail des femmes au travail, comme on veut. L'idée, c'est de partir de la réalité. On voit qu'en fait, il n'y a pas d'homogénéité des inégalités entre les femmes et les hommes. C'est pour informer ou pour ramener de l'info ? C'est pas pour informer, c'est pour d'abord avoir un état des lieux très précis, une forme de cahier de doléances en fait, pour avoir une réalité et pour appliquer, pour avoir des politiques publiques qui soient très concrète et au plus près du terrain. Moi, je vais vous dire, j'ai réuni cette semaine les délégués régionales du réseau déconcentré des droits des femmes et j'ai demandé à chaque délégué régional quel était son principal point d'amélioration sur l'égalité femmes-hommes. Pas une déléguée régionale ne m'a cité la même chose. Ça veut dire qu'on a des situations qui sont différentes d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, et qu'on doit vraiment avoir une connaissance très fine de ce qu'est la réalité du travail des femmes, département par département, pour pouvoir adapter nos politiques publiques. Et pourtant, Marlène Schiappa, ce sont des messieurs qui ont trusté le perchoir à l'Assemblée et autres présidences de groupe. Souvenez-vous ce que disait Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, c'était le 20 juin dernier sur CNews. Est-ce qu'il est possible qu'une femme soit présidente de l'Assemblée nationale ? C'est fortement possible. D'abord, il faudra la parité dans toutes les commissions, dans tous les postes importants de l'Assemblée nationale. Et la présidence de l'Assemblée nationale serait un symbole fort. Car en bas, encore raté, Marlène Schiappa. Hein, ça ne marche pas, décidément. Hein. La présidence de l'Assemblée nationale ? Non, les postes clés. Toutes les présidences. De groupe. Les groupes, oui. les questeurs. Alors, sur les présidences de groupe, nous, on prend notre responsabilité sur ce qui dépend de nous, mais les présidences de groupe... de l'Assemblée, si vous voulez. Oui, mais nous, c'est pas En Marche qui choisit le président du groupe des Insoumis, qui choisit le président du groupe des Républicains, qui choisit le président de l'Assemblée. Sur la présidence de l'Assemblée, il y a un vote, et là encore, je ne suis pas parlementaire, je n'ai pas participé, hélas, au vote, mais il y a un vote. C'est qu'un vote. Hein. Les parlementaires... Mais non, c'est pas plus qu'un vote, c'est un vote. C'est un vote. Les parlementaires votent et ont choisi de voter à bulletin secret pour François de Rugy. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a été dit par un certain nombre de femmes parlementaires, c'est qu'elles avaient voté pour François de Rugy parce qu'il avait un programme en tant que président de l'Assemblée nationale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment la création d'une crèche à l'Assemblée nationale. Il s'est engagé aussi à mi-mandat à remettre en jeu son rôle de président de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il a plus trop envie, d'après ce que j'ai compris. Non, moi je pense que ce sont des propos rapportés et je pense qu'il remettra vraiment en jeu son mandat. En tout cas, il s'y est engagé. Il n'y a pas de raison qu'il change d'avis. Espérons. À remettre en jeu son mandat pour faire monter des femmes. L'enjeu, en fait, de base, si vous permettez juste une petite précision par rapport à ça, à la base, on a une question de vivier. Jusqu'à présent, il y avait 20% seulement des parlementaires qui étaient des femmes. Et quand on dit on veut que le président de l'Assemblée nationale ou la présidente soit un parlementaire expérimenté, ça réduit forcément la part. Là, on est à 40%. Donc, il faut espérer que dans les années à venir, ces 40% expérimentés puissent accéder à des postes de responsabilité. C'est peut mieux faire. Hein. Peut mieux faire. Absolument. Mais ça, il y a un plafond de verre partout en politique et ça, on le constate, évidemment. Alors, vous avez, comme tout le monde, une vie antérieure, vous avez un passé, vous êtes blogueuse, vous êtes auteure. Hein, je suis maire adjointe d'une agglo de 200 000 habitants, conseillère communautaire également, un certain nombre présidente d'association. On a vu fleurir des extraits de livres qui vous sont prêtés, des extraits de livres érotiques notamment. Marlène Schiappa, c'est le cœur serré que je vous demande si vous avez écrit ces livres érotiques. Je pense que c'est pas la question, honnêtement. Si, c'est la mienne. Non, moi, honnêtement, je pense que vraiment, c'est pas la question. Je pense que la question, c'est le traitement qui a été fait de ça. Et je vais vous dire, moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi aussi, c'est ça qui m'intéresse. En tant que militante féministe, je m'interroge sur ce que ça dit de notre société. Et vous avez vu les différents articles insultants et avec notamment des injures publiques qui ont été faits à mon encontre. Vous avez été traitée de reine des salopes. Ouais. Absolument. C'était dans Atlantico, il y a eu excuse derrière. Oui. La lettre d'excuse est limite pire que le premier article. Voilà. Excusez-moi, mais je pense que ce que ça dit de notre société, c'est que ça justifie. Un journaliste du site actualité.fr a dit que le traitement qui était fait de cette affaire justifiait à lui seul l'existence d'un secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça veut dire qu'en 2017, quand on soupçonne une femme d'avoir osé écrire des choses sur la sexualité féminine, il faut la brûler en place publique. Ça, si c'est pas du sexisme, je sais pas comment ça s'appelle. Oui. Est-ce que c'était compliqué, de vous fondre justement dans ce rôle de secrétaire d'État pour ces raisons-là? Est-ce que vous pensiez, vous saviez, vous étiez carapassonné contre ce genre de choses? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est même plus fort que ce que vous aviez imaginé, le sexisme dont vous êtes victime ou pas?
Non, j'observe ce qu'est le sexisme. Donc voilà, j'observe aussi d'où il vient. Il vient souvent d'un milieu anglais politiquement, de l'extrême droite, de la réaction, de ces courants de pensée-là, qui sont contre l'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, ça fait 4 ans que je suis maire adjointe et que je m'oppose au Front National quasiment quotidiennement. Donc j'étais un petit peu préparée à ce que c'est. Bon, écoutez, merci Marlène Schiappa. Et permettez-moi de dire que c'est à une femme que nous faisons nos adieux ce matin. On s'embrasse. On Ah oui, embrassez-vous. Et moi, je peux pas me lever, j'ai pas le droit, sinon ils vont hurler. Voilà. Grosse bise, Fabienne Sintès. Fabienne Sintès poursuit sa carrière, mais c'est pas loin, hein, c'est l'étage Oui. au-dessus. Nous voilà rassurés. 2 étages France au-dessus. Inter, nous continuerons à boire des cafés ensemble, tout va Oui. bien. Merci. Et plus, si affinité. Merci pour tout, Fabienne. Voir quelque chose Merci, de plus Fabienne. fort. Merci, à vous. Fabienne. C'est vous qui le dites. Merci à vous, Merci à en vous tous les tous. cas, Marlène Schiappa, Et bon d'avoir Merci à été vous. Merci. notre invitée en ce 14 juillet. Merci. Voilà, l'émission politique continue lundi, bien sûr. Moi, je vous embrasse.